C'est un pays qui s'est fermé très vite sur lui-même, refusant en fait quasiment toute influence étrangère. Un pays qui pourrait être ouvert sur l'extérieur puisque ce sont que des îles, ouvert sur la mer, ouvert sur l'étranger, et ça n'a jamais été le cas. Je crois que le Japon, qui est un pays dépourvu de matières premières, a une matière première cependant qui est sa main-d'œuvre, qui est qualifiée, et sa capacité d'organisation et d'innovation. Effectivement, le Japon ne dispose pas de beaucoup de ressources naturelles, et donc le Japon, qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles propres, importe des hydrocarbures, du gaz. Donc ils importent beaucoup de matières premières et aussi des matières premières agricoles. Le Japon, c'est une toute petite agriculture très protégée, mais qui ne suffit pas à subvenir aux besoins de la population. Sa géographie qui est très particulière, puisque en fait c'est une sorte d'arc insulaire, il y a 4 îles principales, des milliers de petites îles autour, et surtout en fait c'est sur une faille sismique, et donc c'est un endroit qui est rocheux. Il y a 70% en fait du Japon qui est rocheux, et donc en fait un tiers du Japon est habitable, pas plus. Donc c'est vraiment très complexe, hein, pas de richesse de ce côté-là. Si on reprend l'histoire du Japon post-Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu un pays qui, dans les années 50, 60, a connu une phase de rattrapage, et donc la croissance a été très élevée. Le Japon connaissait sur cette période, disons jusque vers le début des années 70, une croissance qui dépassait les 8% par an en moyenne. Dans chaque industrie, le Japon va se développer extraordinairement bien. Et donc, à partir de 1945, c'est vraiment le décollage japonais d'un point de vue économique, qui ne sera visible qu'assez tardivement, hein, que dans les années 60 en fait. En 64 d'ailleurs, milieu des années 60, que le Japon devient excédentaire sur sa balance commerciale. Et après, ça devient vraiment, c'est une montée en puissance. Le Japon prend la 2e place dans le PIB mondial, après les États-Unis, et donc supplante l'Allemagne à ce moment-là. Ensuite, on est tombé dans une période qui a été marquée par un certain nombre de chocs, notamment les chocs pétroliers. La croissance japonaise a continué à très bien performer. Donc on faisait du 4% par an, grosso modo, jusqu'à l'éclatement de la crise liée au double éclatement de la bulle, à la fois boursière et immobilière, d'il y a une vingtaine d'années. Début 90, on a une bourse qui progressait chaque année de façon merveilleuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout à coup, éclatement de la bulle sur la bourse. Le marché immobilier aussi avait été surfinancé. La bulle immobilière aussi éclate. Alors cet éclatement a eu lieu et on a connu ce que l'on a appelé depuis les 2 décennies perdues du Japon, avec une croissance en moyenne au cours de ces 20 dernières années qui a été, disons, de 1% pour faire simple. Et on se rend compte qu'en définitive, c'est un système qui ne marche pas si bien que ça. Malgré le fait que l'économie japonaise subisse une érosion depuis quelques années avec la crise, ça reste quand même encore aujourd'hui une puissance exportatrice de premier plan, dans le haut de la hiérarchie mondiale. C'est une des toutes premières puissances industrielles. Ils exportent des biens manufacturés. Contrairement à ce qu'on peut croire quand on voit les importants excédents commerciaux, effectivement, le Japon reste très peu ouvert à l'extérieur, que ce soit par le taux de pénétration des importations, que ce soit sur le niveau des stocks d'investissement direct étranger sur le PIB, très faible, et évidemment aussi la main-d'œuvre étrangère au Japon, très faible aussi.